Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aborder plusieurs sujets qui sont dans la continuité de ce qu'on a déjà vu, de ce qu'on a déjà parlé, mais qui confirment et affirment ce que, en général, je vous dis et vous tanne régulièrement, la République est morte et que, à l'échelle internationale, c'est le fin de cycle qui s'affiche, qui se montre, qui se présente devant nous, mais évidemment, ceux qui en sont les tenants et les aboutissants dans l'enrichissement, le fameux 1%, ne veulent pas voir ce cycle disparaître ou être modifié, ou voire même changer. Et donc, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, les choses vont devoir s'accélérer pour préserver leur système au détriment de ce que nous considérons pour certains étant immuable, irremplaçable, non modifiable, voire éternel. On va revenir très rapidement sur l'évolution de la situation en ce qui concerne le Parlement français, plus particulièrement l'Assemblée nationale. Des lois qui ont été votées, des lois qui ont été refusées, des coalitions, des alliances, des invectives, des noms d'oiseaux. Force est de constater que, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Et force est de constater que dans les rapports, dans les commentaires, dans les interviews de ce que certains députés de bords différents sont en train d'aujourd'hui de faire, certains font le constat, en effet, qu'on est en train de voir une déliquescence même de la représentation nationale. On s'attaque avec des mots, avec des insultes, avec des invectives. On a vu, par exemple, cette députée qui essayait de s'exprimer, mais interrompue et interagissant, et se voyant quasiment au bout d'un moment coupé dans son temps de parole par la présidente de l'Assemblée nationale. Entre autres interventions des certains députés qui tentent de perturber le débat public et qui plus est de couper la parole et de perturber l'explication, l'exposé, le commentaire de certains dans le cadre de leur temps de parole officiel, établi, réglementé par l'institution elle-même. Force est de constater que aujourd'hui vous avez des gens qui sont en train de reprocher, par exemple aux Républicains, de voter en même temps que les Rassemblements nationaux, ou que finalement le Rassemblement national a le droit de voter ce qu'il veut. Il est une représentation du peuple, légitimement élu par des élections législatives, et il n'a pas à prendre ou à rendre compte des comptes à qui que ce soit, sous prétexte parce qu'il vote ou ne vote pas pour certaines lois, pour certains textes. Mais il semblerait que chez les insoumis, eh bien, il y a une sorte de partisanisme, une sorte d'idéologie qui doit subsister, qui doit supplanter l'intérêt national. Et c'est justement ça l'erreur aujourd'hui des insoumis. C'est de croire que l'idéologie politique, eh bien, prévaut dans l'Assemblée de l'intérêt général, de l'intérêt du peuple. Que des politiciens, élus, députés de partis politiques avec leurs idéologies propres, puissent voter un texte qui n'est peut-être pas forcément conforme à leurs idées, mais constitue peut-être une certaine issue logique, de bon sens, dans l'intérêt général, eh bien tout de suite, ça y est, c'est de la trahison. C'est des alliances. Aujourd'hui, on le voit. On entend des gens dire que les Républicains, que même les Renaissance, ex-En Marche, sont désormais des alliés du Rassemblement national. Force est de constater que de plus en plus, en réalité, on est en train d'assister à une véritable cour d'école. Des comportements immatures, irrespectueux. On en revient à cette polémique sur la tenue vestimentaire. J'ai envie de dire personnellement, je pense qu'à l'Assemblée nationale, on peut très bien être représentatif, on peut très bien faire sa fonction, on peut très bien faire son boulot sans être obligé de porter une cravate, mais au moins avoir une tenue correcte, exigée. Sauf que là, encore une fois, le problème qui se pose, c'est pas le fait d'imposer une tenue correcte exigée, c'est le fait de savoir qu'est-ce qui définit une tenue correcte exigée. Parce que, force est de constater qu'aujourd'hui, même dans des institutions où il y a certaines règles
vous avez toujours des gens qui vont dire, oui, mais la règle, c'est quoi cette règle? Qu'est-ce qui la définit? Qu'est-ce qui définit ses frontières, ses limites? Qu'est-ce qui est correct ou non correct? Qu'est-ce qui rentre dans le cadre du règlement et ne l'est pas? Est-ce que le règlement, finalement, n'est pas trop dur et empêche la diversité, empêche la liberté de chacun de porter ce qu'il veut? Sauf que ces gens-là, j'ai envie de dire, ils n'ont toujours pas compris que la souplesse, malheureusement, si on l'accorde, si on l'autorise, eh bien il y a des gens qui vont finir par en faire un abus et qui vont finir par venir en effet débrailler dans une institution, dans un temple de la République. Pour cette raison que les institutions ont prévu d'avoir un code vestimentaire bien défini. Alors, est-ce que c'est une source de rigidité? Est-ce qu'on ne peut pas assouplir le système? Bien sûr qu'on peut l'assouplir, mais encore une fois, qui va légiférer? Qui va décider de ce qu'est une tenue correcte exigée, de ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que quelqu'un qui vient à l'Assemblée nationale avec un col Mao, comme l'avait fait il y a très longtemps Jack Lang, qui avait déjà suscité la polémique à l'époque, est-ce que c'est une tenue correcte? Oui. Qui pourrait considérer que une chemise à col Mao n'est pas une tenue correcte exigée? C'est une tenue correcte. Avoir une veste sans cravate, avec une chemise, à la limite, c'est une tenue correcte. Mais encore une fois, le jour où vous allez avoir quelqu'un qui va venir avec une chemise hawaïenne, un short et des tongs, qui va décider, qui va avoir l'autorité pour dire à cette personne, non, désolé, votre tenue n'est pas considérée comme une tenue correcte exigée? Sauf que cette personne va dire, oui, qui décide? Qui a autorité pour dire que ma tenue n'est pas une tenue considérée comme correcte? Là est tout le problème. Et c'est pour cette raison que, et d'ailleurs à titre d'exemple de beaucoup de domaines, c'est pour cette raison qu'on établit des règles fermes et définitives pour trancher, on va dire, et ne plus être ennuyé par le risque justement de ces débordements et de ces excès, parfois par provocation, par inconscience ou par irresponsabilité. Et puis en effet, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une sorte de balance qui est en train de se faire. En effet, chez les Insoumis, certains députés ne sont pas des députés politiciens, ce sont des députés issus du peuple. Ce sont des gens comme vous et moi, qui ont eu la chance bien de rentrer dans le cercle. Le problème, c'est que être député, c'est au moins avoir des connaissances, avoir des expériences politiques, institutionnelles, pour savoir ce que l'on peut dire, pour savoir ce que l'on peut faire, pour savoir comment fonctionne le système. Or, en effet, on focalise énormément les projecteurs sur cette députée Kéké, qui est une fer de lance, une leader d'un mouvement de femmes de ménage qui a eu lieu il y a quelques années, même si cette femme nous expose en effet, et est une représentante, on va dire, de la réalité, du terrain. Et il y a un moment donné, on ne se pose pas la question si, en réalité, cette dame n'est pas instrumentalisée par les insoumis pour faire de la com, plus communément. Force est de constater que je suis partisan de dire qu'on ne peut pas se prétendre être forgeron si on n'a jamais forgé. Alors, oui, c'est symbolique que des gens comme vous et moi puissent être élus députés. Mais vous reconnaîtrez bien une chose, c'est qu'une fois que si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir que vous appreniez, il va falloir que vous soyez enseigné, que vous soyez introduit, que vous soyez sensibilisé au comment fonctionne l'institution même de l'Assemblée nationale, du Parlement, de vos responsabilités, de votre fonction, des lois, des textes, de ce que vous avez le droit de faire, de ne pas faire, de ce quoi vous pouvez parler et ne pas parler. Tout ça, est-ce que cette dame, est-ce qu'elle les a acquis? Est-ce qu'elle a été forgée à ça? Force est de constater que oui, on peut le penser qu'elle est soutenue, qu'elle est aidée par des assistants parlementaires qui, eux, sont en général des gens qui ont l'expérience de cette institution. Et de fait,
conseil des députés fraîchement élus, mais qui n'ont pas de carrière politique à proprement parler. C'est le cas pour Ruffin, par exemple. Lorsque Ruffin a été élu, même si lui-même avait déjà ses expériences idéologiques et politiques, il a été assisté par des assistants parlementaires pour l'aider à comprendre, pour l'aider à savoir comment fonctionne l'institution, ses règlements, ses principes, ses valeurs, ses codes, ses mœurs. Donc, en effet, si l'institution prévoit, en effet, des structures pour permettre à des gens qui ne sont pas du milieu, qui ne sont pas du sérail politique, de devenir députés légitimement par la voie des urnes, l'institution n'empêche pas non plus l'orientation politique, mais aussi l'instrumentalisation idéologique. Et donc, de ce fait, si aujourd'hui Mme Kéké est élue députée et qu'elle agit en tant que telle, il est évident qu'elle va être extrêmement la cible de critiques, la cible de boutades, la cible de moqueries. Donc ça va être, pour elle, un rôle extrêmement difficile. Force est de constater que, malheureusement, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, n'est plus véritablement ce qu'elle aurait dû être ou rester, c'est-à-dire une institution de représentation du peuple. C'est une institution aujourd'hui où l'on se chamaille, où l'on règle des comptes, où l'on fait une sorte de continuité du débat politique extérieur à la société française, mais qui, force est de constater aujourd'hui, dénature complètement la crédibilité même de cette institution, qui était peut-être, à mon sens, le dernier rempart de la République, le dernier rempart de la démocratie. Comme je vous l'ai dit, une fois que la fonction présidentielle, depuis plusieurs années, a été complètement dénaturée, complètement galvaudée, que les gouvernements successifs sont des gouvernements de guignols, de pignoufs, de marionnettes, eh bien il restait finalement que le Parlement. Et aujourd'hui le Parlement, eh bien le voilà lui aussi, mis sous le feu des projecteurs de la critique, de la décrédibilisation, de la déliquescence. Alors, nous ne sommes qu'au mois de juillet, on va voir comment va se passer la rentrée avec ce Parlement, mais force est de constater que malheureusement, lorsqu'on assiste à certains débats, qui, je vous rappelle, vous avez une chaîne de télévision qui s'appelle, je crois, la chaîne parlementaire, ou je ne sais plus, ou le Sénat public, je ne sais plus exactement, les débats sont retransmis en direct. Je vous invite, si jamais vous n'en avez jamais vu, eh bien, de le regarder, surtout sur des sujets importants, pour vous rendre compte que finalement, on n'a pas vraiment affaire parfois à des gens matures, on n'a pas vraiment affaire à des gens sérieux, on n'a pas affaire vraiment à des gens qui ont conscience de la responsabilité qu'ils ont d'être représentants du peuple. Et qu'en réalité, ils défendent des idéologies, qu'ils défendent des positions parfois personnelles, voire même font de la critique caricaturale et cliché. Est-ce que c'est voulu? Comme je vous l'ai dit, voulu pour décrédibiliser, désacraliser le Parlement aux yeux des Français, et que peut-être dans les mois à venir, dans les années à venir, un jour ou l'autre, eh bien, les Français finiront par complètement en avoir rien à faire du Parlement. Advienne que pourra. La déliquescence, c'est aussi la sécurité. L'affaire de Lyon nous prouve encore une fois de plus, avec Darmanin, que la sécurité est un véritable problème en France. Mais encore une fois de plus, il est aussi un sujet idéologique, un sujet de polémique, un sujet politique. Sauf que le problème, c'est qu'il va y avoir un moment donné où, à force de voir une montée de la délinquance, une montée de l'insécurité, je dirais même une montée de l'ensauvagement, il va y avoir un moment donné où les Français, non seulement déjà aujourd'hui, d'après un sondage, plus de 70%, 73% je crois des Français, n'ont plus confiance finalement envers la justice, même si la question, le sondage disait que pour les Français, que la justice fonctionne mal. À partir du moment où on considère que la justice fonctionne mal, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance envers cette justice. Disons les choses clairement. Il va y avoir un moment donné où il y a des Français qui vont en avoir peut-être un petit peu ras-le-bol. Et contrairement à d'autres,
qui vont se prendre de courage, qui vont se prendre de bravoure, qui vont se prendre de coups de sang, de faire la police ou la justice eux-mêmes. Ah, que n'ai-je pas dit? Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas dire cela. La justice, faites confiance à la justice, laissez la justice faire son travail. Vous ne pouvez pas vous substituer à la justice. Vous ne pouvez pas vous faire justicier ou justice vous-même. Alors ça c'est vrai, à partir du moment où la justice démontre qu'elle fonctionne, démontre qu'elle fait son travail. Alors, un travail qui n'est pas forcément facile. On connaît bien tous cette expression que la justice est aveugle. Et il est vrai que dans certains dossiers, dans certaines affaires, on a parfois un parti pris pour résoudre certaines affaires, alors qu'en réalité, les preuves, les témoignages, les éléments sont délicats à traiter et délicats à juger pour donner une faveur à tel ou tel parti. Sauf que quand le système lui-même, d'une façon globale, alors pas totalement, puisque la justice fonctionne encore sur certains sujets, sur certaines enquêtes, sur certaines affaires, force est de prouver que malheureusement sur d'autres, la justice dépend de gens qu'on appelle des magistrats. Et ces magistrats, malheureusement, s'ils sont censés avoir une fonction neutre, ils n'en sont pas moins des hommes, et des hommes parfois avec des ambitions, et des ambitions politiques. Et de ce fait, ont parfois une fâcheuse tendance à être sujets à de l'influence. Et une des influences les plus symboliques, c'est évidemment cet état de fait que dans certains tribunaux, eh bien, on a une fâcheuse tendance à ne pas traiter les affaires de façon identique, que l'on soit en Seine-Saint-Denis ou à Trifouilly-les-Deux-Églises dans la France profonde. Force est de constater que des problèmes structurels, que ce soit la disponibilité de places en prison, que ce soit les idéologies sur la diversité, sur la lutte contre le racisme, que ce soit la saturation même des systèmes, la saturation des administrations, la saturation de la logistique de la justice, qui fasse que, malheureusement, si certaines personnes sont en effet condamnées, d'autres le sont plus légèrement, voire même certains passent au travers des filets. On a aujourd'hui une multitude d'affaires, d'individus qui ont commis des actes criminels, alors que ces individus, semble-t-il, sont passés entre les mailles du système, ou voire même ont été relâchés dans la nature sans aucune mesure, sans aucune responsabilité assumée, à devoir considérer que cette personne relâchée dans la nature s'est relâchée un danger public. À partir du moment où une société n'est plus capable d'assurer une sécurité, au moins de façon optimale, pour protéger les citoyens, et plus particulièrement aujourd'hui dans les grands centres urbains, eh bien en effet, oui, un jour ou l'autre, il va se passer ce que l'on croit pour l'instant, ce dont on a la conviction qu'il n'arrivera jamais. C'est de voir des Français devenir des justiciers. C'est-à-dire que demain, des bandes de loulous, des délinquants, des criminels, des violeurs, des agresseurs, pourraient se retrouver en face non plus de la police, non plus de la justice, mais en face du risque de se faire descendre, au risque de se prendre une balle dans la tête, au risque d'être malmené, au risque de tomber sur la mauvaise personne. C'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver en France. Et évidemment, les médias joueront leur rôle en disant « oui, un individu s'est défendu face à un agresseur avec une machette ». Ah oui, mais attention, c'est pas bien. Hein. Donc la personne a été arrêtée, elle a été déférée, elle a été mise en préventive, elle devra passer en tribunal pour coups et blessures contre son agresseur. Voire peut-être meurtre, avec préméditation. Nous avons déjà eu le cas de ce policier qui, alors peut-être un petit peu trop fragile, a usé de son arme de façon un petit peu excessive, mais il a utilisé son arme face à des individus qui ont refusé d'obtempérer. Et c'est pour cela que je voudrais que vous preniez conscience de cette différence qu'il y a entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, on a souvent en France ce cliché du cow-boy, le fameux policier cow-boy qui tire avant
de poser les questions. Sauf qu'aux États-Unis, il y a une notion culturelle que, en règle générale, les Français ignorent complètement. C'est que le système aux États-Unis est établi. C'est que vous savez qu'un policier qui vous interpelle, eh bien, vous devez impérativement respecter ses instructions. Là encore, bien évidemment, tout dépendra sur quel type de policier vous allez tomber, mais je peux vous assurer une chose, de mon expérience. La grande majorité des policiers aux États-Unis sont des policiers courtois, polis, qui ne cherchent pas à être agressifs avec vous, et qui ne font qu'appliquer des protocoles, qui ne font qu'appliquer des règles. Or, si vous enfreignez ces règles, si vous voulez jouer au con, si vous avez décidé de jouer les fortes têtes, eh bien, dans ce cas-là, en effet, vous risquez de vous exposer à des problèmes. Alors, évidemment, vu de France, on a l'impression que cette police, finalement, c'est une police à qui on a donné tellement de pouvoir, tellement d'autorité, que finalement, les États-Unis seraient presque un État policier. Non, ce n'est pas le cas. C'est simplement, je vous l'ai dit, une question de culture. Si l'autorité, formée, correctement, professionnelle, vous donne des ordres, vous conseille, eh bien dans ce cas-là, exécutez-vous. Et tout se passera dans le meilleur des mondes. Je dirais même que certains policiers, si vous vous exécutez, si vous vous soumettez à leur autorité, eh bien feront souvent preuve d'indulgence. Mais ça, évidemment, c'est des côtés positifs qu'on ne présente jamais dans les médias. On vous présentera toujours les aspects négatifs. L'affaire de George Floyd, le policier en question a été finalement condamné, je crois, à 20 ans de réclusion pour homicide volontaire. Mais c'est un exemple parmi une minorité d'exemples qui ne représentent pas la majorité des actions policières aux États-Unis. Les BLM, malheureusement, ont extrêmement aggravé la considération et la situation. Même si, encore une fois de plus, je rappelle, les BLM n'ont pas été complètement suivis par l'ensemble de la communauté afro-américaine. Il y a énormément d'Afro-Américains, et plus particulièrement dans le Sud, dans les États du Sud, qui ne suivent pas les mouvements BLM. Parce que les mouvements BLM ont été corrompus, les mouvements BLM ont été virusés par d'autres idéologies, par d'autres intérêts. Débunker les polices de certaines villes, oui, des villes l'ont fait. Sauf qu'aujourd'hui, ces villes, elles sont en train d'en payer le prix grave et lourd. Je vous parlerai même de New York, la fameuse ville de New York, qui pourtant, à la fin des années 70, avait décidé de se ressaisir, d'adopter une politique répressive, une politique dure pour assainir ces rues. Eh bien, force est de constater que malheureusement, à cause de l'idéologie politique, à cause des influences qu'ont eu les mouvements BLM sur un certain nombre de politiciens et voire même d'élus, eh bien aujourd'hui, la ville de New York voit son taux de criminalité repartir en flèche. Tellement en flèche qu'aujourd'hui, dans certains sites, eh bien, des forums, beaucoup de touristes parlent de mauvaises expériences dans la ville qui pourtant, il y a encore quelques années, vous pouviez vous balader dans Manhattan, vous pouviez vous balader sur Broadway, vous pouviez vous balader sur la 5e avenue, vous pouviez vous balader sur Battery Park, etc. en toute sécurité. Malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Force est de constater que dans certains endroits aux États-Unis, certains ne se sont pas laissés dominer, ne se sont pas laissés influencer par les mouvements BLM et ont su maintenir une police et ont su maintenir une sécurité, plus particulièrement dans les États du Sud. Mais là encore, c'est un autre débat. Ce qui fait que, étrangement d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube de ces nomades français, les Vadrouilleurs Forever, je crois, qui ont décidé il y a quelques semaines de finalement venir au Canada et de faire le continent nord-américain. Et il se trouve que la personne, c'est un couple avec 4 enfants qui ont un bus, et il a eu une remarque au bout de plusieurs jours. Ils sont actuellement au Canada, dans la Nouvelle-Écosse, du côté d'Halifax. Et il a fait une remarque qui est tout à fait surprenante, enfin surprenante peut-être pour les Français, mais pas pour moi. Et il dit, ce qui est formidable ici,
c'est le comportement des gens. C'est-à-dire qu'on se sent en sécurité, on peut même laisser notre véhicule ouvert, on sait qu'il ne se passera rien, on peut même des fois laisser des choses à portée, on a la garantie et l'assurance qu'on ne risque pas de se faire voler. Et c'est tout à fait vrai. Alors attention, c'est tout à fait vrai à partir du moment où vous savez où vous êtes. Il est évident qu'aux États-Unis comme au Canada, vous avez des endroits, des quartiers où il y a des risques. Mais si vous connaissez les risques et si vous évitez ces quartiers, d'une manière générale, eh bien, aux États-Unis, vous êtes vraiment en sécurité. Et il se trouve que cette personne a eu exactement le même ressentiment que j'ai eu, le même sentiment, que j'ai eu quand je suis retourné en France en 2016. Quand j'étais à Paris, je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise parce que je sentais une pression. Je sentais une pression, pas vraiment d'insécurité, mais comme quoi il y a des tensions. Ce que je n'ai pas ressenti ailleurs, en France, quand j'étais dans certains endroits de province. Par exemple, lorsque j'étais à Saint-Malo, c'était super, c'était agréable. Mais toutes les grandes villes, non. On sent qu'il y a quelque chose, de malsain, une odeur d'insécurité qui fait que il peut arriver n'importe quoi à n'importe quand. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. C'est un sentiment que vous ne ressentez pas quand vous allez dans les grandes villes, quand vous allez dans les petites moyennes villes, quand vous allez dans les différents endroits, dans les parcs nationaux, etc. Donc, j'ai envie de dire que les Français n'aient pas confiance en la justice française aujourd'hui, je peux le comprendre. Surtout quand on a de la déliquescence volontaire, qui forge malheureusement des injustices, qui forge des problèmes structurels, et des problèmes structurels sur lesquels malheureusement certains juges ne peuvent pas appliquer des jugements parce qu'ils savent que derrière, ça va poser des problèmes logistiques, budgétaires et structurels. Et donc, même si la personne est déjà un multirécidiviste, on va peut-être lui faire un rappel à la loi, on va peut-être le condamner avec un sursis, et on le remet dans la nature, en prenant le risque qu'il réagresse, qu'il reviole, voire même qu'il tue une personne. Eh bien, j'ai envie de dire, dans une société qui fonctionne sur ce modèle, il ne faut pas s'étonner qu'un jour, des gens s'organisent comme des milices. Alors évidemment, en France, ça sera illégal. Mais ceux qui sont intelligents constitueront des milices secrètes, constitueront même peut-être, voire même, un réseau de résistance. Des résistants qui, un jour, les médias vous appelleront des terroristes. Revenons maintenant sur une autre information, une information que la plupart des médias n'ont pas abordée, si ce n'est peut-être des médias alternatifs sur Internet. Je veux parler de ce qui s'est passé récemment au Mali. Histoire. 49 Ivoiriens débarquent à l'aéroport de la capitale, sauf que les douanes constatent que ces 49 Ivoiriens sont en réalité des soldats. Soldats qui débarquent au Mali avec en plus leur matériel, en l'occurrence des armes. Tout de suite, les autorités maliennes s'inquiètent, s'interrogent. Et il se trouve que ces soldats ivoiriens se déclarent comme étant le contingent qui rentre dans le cadre d'un accord qui avait été signé entre l'ONU, les autorités maliennes et une société aérienne privée allemande, afin de protéger les intérêts justement de cette compagnie, sous l'égide, évidemment, sous l'accord de l'ONU. Le problème, c'est que ces 49 soldats ivoiriens, l'ONU a tout simplement dit, bah non, désolé, ces gens-là ne font pas partie, ne sont pas déclarés en tant que tels pour faire le renouvellement du contingent de protection de la compagnie allemande. Les Allemands interpellent les autorités maliennes parce que parmi ces 49 soldats, il y avait 8 ressortissants allemands. Ressortissants allemands évidemment liés, soi-disant, à la compagnie allemande. Sauf que le problème, c'est que les autorités maliennes, surtout le Mali étant un pays actuellement légèrement instable, qui a récemment changé de gouvernement, de président, et qui est toujours à maille à partir avec des mouvements terroristes, ces Ivoiriens, ils veulent savoir pourquoi ils sont là.
S'ils sont là, est-ce qu'ils sont là pour le renouvellement? Est-ce qu'il y a eu un couac ou un problème administratif qui fait que l'ONU n'est pas au courant, etc. Sauf que malheureusement, les autorités de l'ONU, les responsables de l'ONU, disent non, non, pour nous, ces gens-là n'ont rien à voir avec l'accord. Donc les autorités maliennes, qu'est-ce qu'elles font? Ils se disent, mais alors, si ce ne sont pas des soldats assermentés, si ce ne sont pas des soldats accrédités par l'accord en question, qui sont-ils? Ne seraient-ils pas des mercenaires? N'auraient-ils pas été envoyés là justement sous la couverture d'être un contingent de renouvellement dans l'accord prévu, et que ça serait passé évidemment comme une lettre à la poste au niveau des douanes, au niveau des autorités maliennes, à l'aéroport, sous ce statut défini, mais qui en réalité est un fake, n'est pas réel. Mais alors, qui sont-ils? Qui les a envoyés? Drôle d'affaire, vous ne trouvez pas? Autre affaire qui concerne cette fois-ci les autorités de santé britanniques qui ont condamné Pfizer. Alors, qui ont condamné Pfizer, non pas pour leur produit vaccin contre Covid, mais pour un contrat concernant un autre traitement et où les autorités britanniques se sont rendues compte qu'en réalité, Pfizer a surestimé, a surcoté le coût de ces médicaments. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, c'est une arnaque. C'est-à-dire que le produit a été vendu à l'unité beaucoup plus cher que ce qu'il a été normalement vendu d'une manière générale par Pfizer. Donc, encore une fois de plus, Pfizer montre son vrai visage, qui n'est pas là pour faire de la santé publique, mais bien du business. Mais il y a une autre société dont même les médias mainstream, que ce soit LCI, TF1, BFM, CNews, Radio France, France Info, ne vous ont pas parlé, c'est Gilead. Gilead vient de signer un accord, un contrat avec l'Union européenne pour, bien évidemment, des millions de doses d'un autre produit. Alors le nom de ce produit m'échappe, mais en réalité il s'agit d'un produit qui, comme par hasard, s'approche de la même fonction qu'un autre produit qui s'appelle le Remdesivir. Oui, ça vous parle, le Remdesivir. Vous savez, ce fameux produit développé par Gilead, qui était censé être un produit pour soigner les problèmes liés à l'Ebola, mais qui, dans ses tests, malheureusement, semblait traîner la patte, et qui s'est dit, lorsqu'il y a eu l'apparition de la pandémie et de Covid-19, s'est dit, tiens, on va essayer de refourguer ce produit pour soigner, en effet, on se souvient que ce produit, plusieurs personnalités dans les médias, Karine Lacombe par exemple, qui s'était enorgueillie de dire que c'était un produit extrêmement prometteur, qui d'ailleurs a attiré un petit peu l'attention de certaines personnes sur Internet et qui se sont rendues compte que Catherine Lacombe a fait quand même une grosse partie de sa carrière pour les intérêts de Gilead, même si aujourd'hui elle n'a plus de lien d'intérêt, mais vous savez que quand on a travaillé dans une grande maison et qu'on la quitte, on n'a jamais quitté véritablement la grande maison, on a toujours quelques relations, quelques liens, surtout en plus si vous avez quitté cette grande maison pour d'autres fonctions qui vous pourraient éventuellement dire de la part de certains que vous êtes en réalité une sorte de VRP de cette institution, même si à la limite vous l'avez quitté. Donc, et que finalement, souvenez-vous, ce coup du Lancet, le fameux Lancet qui avait confirmé et validé l'étude Remdesivir le vendredi et qui dès le samedi s'est pris du bois mort par beaucoup de scientifiques sur Internet en disant que l'étude était complètement foireuse, qu'il y avait des résultats qui n'étaient pas du tout cohérents, etc. Et qui a d'ailleurs mis beaucoup de problèmes
ce fameux organisme de publication de revues scientifiques qu'est The Lancet, parce que The Lancet ne publie pas comme ça directement les rapports et les études qui lui sont présentées. Elle a une sorte de panel scientifique qui vérifie, qui relie les études pour les valider et pour ensuite les publier. Or, il se trouve qu'en l'espace de 72 heures, The Lancet a décidé de retirer cette étude et de s'excuser qu'en effet, il y avait certains écueils, que malheureusement, ça leur avait échappé concernant le Remdesivir, et que finalement, le Remdesivir s'est avéré être un produit qu'on a présenté comme étant un produit pour soigner des Covid symptomatiques, sauf que malheureusement les résultats démontraient qu'en réalité c'était plus dangereux de l'utiliser que d'un bénéfice évident. Sauf que, eh bien voilà, Gilead, pour sauver les meubles, parce que vous comprenez bien que pour un laboratoire privé, se voir retoquer un produit tel que Remdesivir, que ça fait depuis des années qu'ils essaient de le refourguer dans d'autres domaines, faut pas y en rester là. Il faut absolument faire jouer le lobbying, etc. Et le lobbying finalement aujourd'hui il a payé, puisque l'Union européenne a signé un gros contrat pour payer des millions de doses d'un autre produit, soi-disant, pour aider à soigner le Covid symptomatique, ou tout du moins le Covid, les personnes qui tombent malades à cause du Covid. Donc vous voyez, le Big Pharma, c'est pas de la science-fiction, c'est pas du complotisme. Le Big Pharma aujourd'hui, c'est un véritable ennemi de la santé publique. Malheureusement, nous n'avons personne, pas d'infrastructure suffisamment solide pour mettre en face de leurs responsabilités ces fameux responsables qui aujourd'hui ont permis à ces laboratoires pharmaceutiques de pouvoir glisser des produits dont on n'a pas l'assurance qu'ils soient véritablement efficaces. Alors en effet, ils le sont. Ils le sont pour certaines pathologies, pour certaines personnes, exactement comme le vaccin, par exemple. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi qu'il y a une presse qui a, je crois que c'est 20minutes.fr, qui nous a fait un article sur le fait que, regardez, il y a une étude très sérieuse qui démontre que l'hydroxychloroquine a tué des gens. Alors attention, tenez-vous bien, l'étude, en réalité, démontre qu'en effet, les différentes études qui ont été faites sur l'usage de l'hydroxychloroquine a démontré qu'en effet, il y a des personnes qui sont mortes à cause de l'hydroxychloroquine. Mais premièrement, en France, il y a 256 personnes qui en effet seraient mortes à cause de l'hydroxychloroquine. 256. À l'échelle mondiale, sur plusieurs pays, alors je crois qu'il y a les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, la Turquie, la Grèce et la Grande-Bretagne, l'étude a révélé que sur l'ensemble de ces pays, les personnes qui ont été traitées à l'hydroxychloroquine, il y en a 9800 qui sont mortes. 9800. Donc c'est bien la preuve que Raoult est un charlatan, est un arnaqueur. Sauf que le problème, c'est que, si vous voulez, on peut faire un tableau sur l'ensemble des personnes qui meurent à cause d'un traitement. Parce que ça arrive. Parce que malheureusement, la médecine n'est pas une science exacte. Que même en essayant d'éliminer tous les risques, en essayant de définir de façon précise la pathologie de chaque individu, il y a toujours des éléments qui malheureusement nous échappent. Il y a toujours des éléments qu'on ignore. Il y a toujours des éléments que même, que ce soit le patient ou le médecin, passent complètement à côté, mais qui vont avoir leur importance au moment où la personne subit un traitement. Et que malheureusement, ce traitement va avoir la gravité fatale pour ces patients. Sauf que tous les traitements ont ce risque. D'ailleurs, comme je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, la médecine part du principe que tout traitement est acceptable à partir du moment où l'on ne sait que le bénéfice est largement établi par rapport au risque. Mais qu'il y a toujours une part de risque. Que sur 1 million de personnes qui vont être traitées avec un produit, que ce soit un médicament, que ce soit un vaccin, que ce soit un traitement chimique, vous avez toujours une
proportion de gens qui malheureusement vont en mourir. Mais pour les 10 personnes qui vont mourir, vous allez en avoir 10 000, 20 000, 100 000, 1 million qui, elles, vont tirer le bénéfice du traitement. C'est pour ça que si je vous explique ça, c'est que sur l'hydroxychloroquine, vous avez aujourd'hui des gens qui jouent sur de la sémantique. Parce que si vous remettez les 256 morts à cause de l'hydroxychloroquine sur la totalité des gens qui ont été soignés à l'hydroxychloroquine, vous allez vous rendre compte que vous accédez à un pourcentage qui correspond parfaitement à ce taux de risque acceptable en matière de médecine. Tout comme les 9800 personnes mortes dans ces pays qui ont servi de référence pour cette étude, si vous accumulez le nombre de populations de ces pays, si vous accumulez le nombre de personnes atteintes de Covid dans ces pays, vous allez vous rendre compte que les 9800 personnes qui sont mortes ne représentent qu'une infime partie de la marge de risque acceptable. Mais ça, évidemment, que ce soit 20 minutes ou que ce soit l'article en question, ne vous explique pas cet élément important. Ne vous remette pas en perspective ce que est en réalité la notion d'étude randomisée, qui cherche à éliminer le plus possible de risques pour réussir à établir que le traitement va être bénéfique pour la plus grande majorité. C'est exactement ce que les vaccins anti-Covid auraient dû être soumis. Sauf que la pandémie a réduit les temps de test. Et ce qui fait qu'on a lancé les vagues de vaccination en n'ayant seulement qu'un quart d'études qui permet de savoir, qui permet de connaître, qui permet d'établir quelles sont les personnalités, quelles sont les pathologies qui vont tirer un bénéfice du vaccin. Et que l'infime minorité de gens dans les études qui déterminent qu'en effet le vaccin peut être risqué pour un certain nombre de pathologies, bien malheureusement ces études, sur leur temps, n'ont pas été suffisantes pour élargir le champ, pour élargir l'éventail des pathologies à risque. En gros, le vaccin qui vous a été injecté était un vaccin encore expérimental. Ce vaccin a été mis sur le marché à l'échelle mondiale avec un risque de considérer que nous ne sommes pas uniquement que des patients, mais aussi des cobayes. Et donc, force est de constater que le Big Pharma en a rien à faire de ça. Pour eux, c'est leur business. Un business parfois qui est très, très, très lucratif, au détriment de toute valeur d'humanisme, de toute valeur morale. Donc, si jamais vous chopez le Covid, si jamais vous êtes malade, et que on vous propose un traitement du laboratoire Gilead, ne saurais-je trop vous conseiller de le refuser. Et pour la petite anecdote, quand on a le courage de lire un petit peu ces études, alors je sais c'est compliqué, c'est très long, parfois c'est en anglais et c'est assez technique. J'ai quand même fait l'ouvrage parfois de lire un certain nombre de ces études. Et il y a par exemple certains détails. Ces mêmes détails des fois qui font réagir un certain nombre de scientifiques, un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de biologistes, mais qu'évidemment on ne les entend jamais sur les grands médias. C'est par exemple se souvenir que ce fameux rapport qui incrimine l'hydroxychloroquine, lorsque j'ai lu ce rapport, il y a un élément quand même parmi tant d'autres qui m'a quand même surpris. C'est que dans l'analyse randomisée, dans l'analyse sur une cinquantaine, je crois 59 patients, ils ont étudié les effets de l'hydroxychloroquine sur des patients atteints de Covid avec symptômes, mais le traitement leur a été donné 2 semaines après leurs premiers symptômes. Juste comme ça, rassurez-moi, quand vous tombez malade, que vous avez des symptômes,
Est-ce qu'on attend 15 jours pour vous donner un traitement? Non. Et pourtant, c'est ce qui est écrit dans cette étude. Et c'est ce genre de détails, justement, que certains scientifiques, certains médecins, même des médecins généralistes, qui ont eu accès à cette étude, ont dit, mais attendez, où vous avez vu qu'on traitait des gens 15 jours après qu'ils aient des symptômes d'une maladie? Non, c'est dès les premiers jours. On fait un diagnostic, on établit la pathologie de la personne, ses spécificités, ses particularités, voire même peut-être ses allergies, ses problèmes de santé, ses antécédents génétiques, dans sa famille, etc. pour justement éliminer tous les risques de lui promulguer ou de lui présenter un traitement, même expérimental. Donc voilà, c'est ce genre de détails qu'évidemment pour le commun des mortels, comme vous et moi, qui ne sommes ni médecins ni scientifiques proprement parlé, encore plus quand là 90% des gens ne se contentent que de lire d'un titre et ne lisent jamais l'article, eh bien force est de constater que là, vous avez en effet un article de 20 minutes qui confirme, qui affirme que l'hydroxyde, regardez, l'hydroxychloroquine, la preuve, voilà, il y a une étude, il y a 9800 morts, donc l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas. Sauf que 20 minutes fait en effet référence à cette étude, l'étude issue de machin, mais ne met pas de lien, justement. Je sais pas, moi, en général, quand tu fais de l'information, quand tu fais un développement, quand tu racontes, tu établis des faits, tu mets des liens, tu apportes des preuves, tu apportes des documents, tu présentes du factuel. Tu ne te contentes pas juste de dire, ah bah tiens, il y a une revue qui s'appelle machin, etc. Ah, qui dit que machin. Non. Là, c'est la parfait exemple de manipulation de l'opinion. Donc, évidemment, concernant l'hydroxychloroquine, c'est un traitement que Raoult défend parce qu'il considère que c'est un traitement qui a fonctionné, qui fonctionne, mais qui fonctionne à partir du moment où vous respectez le principe même de tout traitement médical, c'est-à-dire que vous faites d'abord un diagnostic. Et ne pas faire comme ce qu'on a fait avec les vaccins, c'est-à-dire, allez, c'est bon, pour lutter contre le Covid, faites-vous vacciner, et on a même vu des drives de vaccination. On part du principe que les gens, évidemment, on signe un document comme quoi on s'engage, qu'on n'a pas tel problème de santé, telle allergie, mais la plupart des gens ne le savent pas parfois qu'ils sont allergiques. Certaines personnes n'ont jamais été diagnostiquées qu'ils avaient un problème de santé sous-jacent, et qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là, sont en train de pleurnicher dans les médias parce qu'ils se sont fait vacciner, mais qui finalement ont récupéré des problèmes de santé graves. Parce que très clairement, si le vaccin est à la cause même de ces problèmes de santé, c'est que ces problèmes de santé étaient déjà existants. Ils n'étaient pas symptomatiques, ils n'étaient pas significatifs, mais ils étaient déjà là. Et que malheureusement, le vaccin a déclenché. Entre autres, le fait que c'est une technologie ARN, qu'on vous dit que la technologie ARN est maîtrisée, qu'on la connaît, ça fait depuis des années qu'on l'utilise. Oui, on l'utilise depuis des années, la technologie ARN. Sauf qu'on l'utilise de façon expérimentale. C'est-à-dire que sur certaines maladies rares, en effet, on a proposé à des patients d'être traités avec des produits fonctionnant sur le principe de l'ARN. Des produits qui d'ailleurs même sont encore aujourd'hui en étude. Ben oui, on connaît, on sait. On sait faire, mais le problème c'est qu'on ne sait pas exactement les conséquences que ça peut avoir. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Par contre, en revanche, les laboratoires Big Pharma tels que Gilead, Pfizer, Moderna, je pense qu'ils ont encore de bons jours devant eux, même si les politiques sanitaires aujourd'hui sont en train de s'essouffler, même si malheureusement pour les Big Pharma américains, Joe Biden, qui a reçu sa seconde dose de rappel, j'adore, ça encore, c'est un exemple de sémantique, on ne dit pas quatrième dose, on te dit la seconde dose du rappel. Dans 2 ans, on te fera la 3e dose de la confirmation de la nouvelle version du confirmant de rappel. Pour pas dire que tu en es à la 12e dose. Et Joe Biden, donc, je crois quadruple vacciné, bien vient de choper pour la 3e fois le Covid. Quel dommage.
Et enfin, très rapidement, avant de terminer, petit retour sur la situation internationale, petit retour sur l'Ukraine. Alors récemment, nous avons eu l'affaire de l'attaque du port d'Odessa. Alors un coup, les médias nous disent « Regardez, les Russes ont tiré sur le port d'Odessa alors que l'accord vient juste de trouver entre Moscou, la Turquie et Kiev pour relancer le transport des céréales, du blé. » Kiev qui dit « Regardez, c'est la preuve que Moscou est en train d'entraver cet accord que nous avons trouvé. » Sauf que Moscou nie avoir attaqué le port d'Odessa, soi-disant pour entraver l'accord. Malheureusement, les presses internationales, et d'ailleurs je vous invite à lire certains articles de cette presse mainstream concernant l'Ukraine, vous verrez qu'elles aussi, de plus en plus, elles se protègent le cul en annonçant gros titres, machin, etc. Mais dans l'article, tout d'un coup, on lit des informations issues des sources officielles de Kiev, ou informations provenant des autorités ukrainiennes. Donc en fait, c'est des informations que vous ne faites que répéter, mais que vous n'avez pas vérifiées. Et en conséquence, le coup d'Odessa, personne n'a vérifié. Tout le monde a balancé l'information comme quoi les Russes avaient attaqué le port d'Odessa. Sauf qu'en effet, les Russes ont refusé et dénié cette accusation. En revanche, ils ont annoncé qu'ils ont bien attaqué, mais ils ont attaqué le port militaire d'Odessa, c'est-à-dire donc les infrastructures de la marine ukrainienne. Là, on est plus dans la logique de guerre, me direz-vous. Ah, évidemment, de toute façon, nous sommes dans une situation où, d'un côté, on a par exemple là, je ne sais plus dans quelle ville, il y a eu des attaques russes qui ont tué 200, 300, 500 personnes. Ah, mon Dieu, regardez, voyez, c'est la preuve que les Russes sont des sanguinaires, sont des sauvages. Et c'est certains qui vous font des bilans depuis l'attaque du mois de janvier. Et vous voyez, voilà, la Russie a du sang sur les mains. Sauf que ces gens-là, on a envie de leur dire, vous pouvez nous tirer le bilan en Ukraine depuis 2014. Non, juste comme ça, parce que là, on dépasse les 10 000 victimes quand même du côté du Donbass. Hein? Non. Silence également sur le fait que c'est une guerre. Comme toute guerre, il y a des dommages collatéraux. Comme toute guerre, qu'on dit propre chez les Américains, ne le sont pas forcément dans certains pays qui ont des pratiques peu glorieuses en matière de comment faire la guerre. Il est évident que pour des soldats ukrainiens, il est plus facile de se planquer dans des milieux civils que de se mettre à l'écart des civils pour faire la guerre et protéger, par exemple, de fait, les civils. Bien sûr que non. Mais ça, pareil. Hors de question. Oui, j'entends très loin là au fond le dit, oui, mais les Russes font pareil. Et bien sûr que les Russes font pareil. C'est une guerre moderne, telle qu'on les fait depuis maintenant de nombreuses années. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des lavés du cerveau qui sont convaincus de cette idéologie, de cet utopisme de la guerre propre. Cette guerre propre que les Américains aiment bien faire, c'est-à-dire qu'ils font une étude, une analyse avec des algorithmes pour savoir si on tape là ou là, quel est le nombre de civils qu'on risque de tuer. Si on dépasse les 12 ou 13%, eh bien on abandonne, on ne fait pas, on ne tire pas. Sauf que évidemment dans la chaîne hiérarchique, il y en a un qui va dire oui, vous nous cassez les couilles, on sait qu'il y a de l'armement, on sait qu'il y a une caserne là, on sait qu'il y a des missiles de destruction massive là, donc allez. Ah oui, mais on avait dit qu'on n'attaquait pas parce que ça sinon on dépassait les 12%. On s'en branle. Vous bâillonnez les médias, vous passez les informations sous secret, et puis basta, puis vous nous faites pas chier. Oui, donc c'est ça qui est quand même formidable, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un camp qui s'octroie la liberté de croire que lorsque c'est lui qui attaque, il est dans sa légitimité parce qu'il défend le bien. Mais en revanche, quand en face, celui qu'on accuse d'être le mal, fait la même chose, c'est pas bien, c'est méchant, c'est ignoble. Oui, sauf que celui qui est en face, en effet, il a des différences culturelles, il a des différences politiques, il a des différences structurelles. Mais de ces différences que nous autres occidentaux, idéologiquement, nous aimons jouer de par la diversité.
Nous aimons la diversité. La diversité, c'est l'enrichissement culturel. Sauf quand cette diversité culturelle, elle décide à un moment donné de dire oui, mais attendez, nous sommes souverains, nous sommes autonomes, nous sommes libres, nous sommes indépendants. Donc nous avons le droit de dire ou d'accepter oui ou non, comme ça nous chante. Ah mais non, nous notre monde, c'est le monde mondialisé, le monde unipolaire, mais dans la diversité. Oui, mais une diversité contrôlée, sous contrôle, manipulée, instrumentalisée. Mais si dans cette diversité, il y a des gens à un moment donné qui sortent des clous, ah, bah alors là, c'est plus des gens indépendants, c'est plus des gens libres. C'est des réfractaires, c'est des gueux, c'est des populistes, c'est des fachos. Il y en a vraiment, il y a un jour, quand ils vont se regarder dans le miroir, ils vont se rendre compte que finalement, ils ont voulu nous tanner avec des idéologies pour lutter et combattre contre des gens que finalement, quand ils se regardent dans le miroir, c'est exactement les mêmes qu'ils représentent. Sur ce, je vous laisse méditer sur cette question, parce que de toute façon, sur l'international, tout est en train de se révéler finalement. Le fameux grand reset, en effet, on commence à voir des lois, des textes, des décisions qui commencent à se mettre en place. La monnaie numérique, de l'euro numérique, l'euro qui est toujours pas remonté au-dessus du dollar, la Grande-Bretagne qui commence à mettre un peu plus de sévérité sur un certain nombre de surveillances. Nous avons la volonté de mettre enfin le ID Pass, l'identité numérique en Europe. Le fameux compteur Linky, on en a parlé la dernière fois, souvenez-vous, hein, quand on en parlait, qu'on disait qu'un jour ou l'autre, vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous présente comme étant la modernité, la technologie, le truc génial qui va vous permettre de mieux correspondre votre consommation à votre facturation, etc. Le problème, c'est que c'est un outil aujourd'hui qui commence à être pensé pour pouvoir mieux gérer, maîtriser, contrôler votre dépense énergétique, que si vous dépensez trop d'énergie, eh bien on va vous couper. Mais ça, il paraît que c'était complotiste il y a encore quelques années. Oui, de toute façon, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que même si une troisième guerre mondiale voudrait dire qu'il n'y aurait pas de gagnant, ce sera perdant-perdant. Mais vous savez, quand on a affaire à des gens aussi vicieux, aussi hors sol, rien ne nous empêche de penser qu'un jour ou l'autre, pour une raison X, ou pour la raison de tous ces va-t-en-guerre qui voudraient qu'on envoie vos enfants guerroyer, faire croisade pour la démocratie, pour la liberté en Ukraine, contre la Russie, ne risquerait pas un jour d'appuyer sur le bouton rouge. Sauf que quand même, soyons prudents, observons. Parce que je peux vous garantir une chose, c'est que le jour où vous verrez des riches, le jour où vous verrez des personnalités importantes commencer à démissionner de gouvernement, commencer à démissionner de leur fonction de président, de Premier ministre, de commencer à prendre les voiles, quitter le pays, des artistes, des célébrités. Alors ce jour-là, vous pouvez commencer à vous inquiéter parce que ça veut dire que ces gens sont en train de se barrer pour se planquer. Mauvais signe. Mais nous, on n'en est pas encore là. Parce que les véroles, celles qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans les gouvernements, dans nos institutions, celles-là ne sont que des marionnettes sacrifiables. Je peux vous garantir que ceux qui partiraient se planquer dans des bunkers, ce ne sont certainement pas ceux qui aujourd'hui sont à la tête de nos pays, sont à la tête de nos partis politiques, sont à la tête de nos institutions, parce que eux sont sacrifiables. À bon entendeur, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, que puis-je vous souhaiter d'autre de bien vous porter.